Commencer. On va essayer de tenir le timing parce que c'est un sujet assez conséquent aujourd'hui. Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire, pour ce deuxième volet consacré à la communication et au marketing digital. Et bienvenue pour ce webinaire que nous avons choisi d'intituler Comment décider communiquer en situation sensible à l'heure du Covid. Vaste programme. Voilà, donc je suis en compagnie de Laurent Vibert, ici Bonjour. présent. Salut Laurent, donc qui sera le principal animateur. Il est CEO donc de la société Nitidis. Il est aussi média trainer et également tu travailles chez Epoca. Tu auras l'occasion de revenir là-dessus très rapidement tout à l'heure. Un petit mot donc sur Senwest Entreprise. Donc pour ma part, je suis en charge de la communication et de l'événementiel, donc webinaire aujourd'hui. Voilà pour Senwest Entreprise. Senwest Entreprise, c'est l'agence économique de proximité, votre agence qui vous accompagne sur une offre de service. Donc, je la rappelle très brièvement, on vous accompagne sur de l'accompagnement, donc de la recherche de locaux immobiliers, sur du financement, sur du conseil RH et sur votre recrutement. Et on fait également voilà, pas mal d'événements et on est facilitateur. On connaît extrêmement bien notre parc d'entreprise sur le Grand Paris Seine-Ouest. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter voilà, pour toutes ces problématiques en ce moment, puisque on est dans une zone d'incertitude et qu'on a mis en place pas mal d'aides. Et on peut vous renseigner notamment sur tout ce que propose le gouvernement ou les collectivités en matière d'aide, notamment fiscale. Voilà, rentrons dans le vif du sujet. Comment communiquer, comment décider d'abord et communiquer en situation sensible à l'heure du Covid? Alors, c'est vrai qu'avec Laurent, ça fait un an qu'on réfléchissait à faire une session sur la communication de crise. Alors, quand on avait fait l'ébauche au départ d'événements, on était loin de s'imaginer, en tout cas de ce qui allait arriver. Et pour rappeler l'historique, la communication de crise, évidemment, Laurent sera là pour en témoigner. Mais elle est bien réelle et ça touche toutes les entreprises. Mais souvent, on avait affaire à des mini-crises. Alors, c'est des crises, effectivement, aujourd'hui, on le voit avec tous les outils, l'amplification et la caisse de résonance des médias sociaux, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, et on va le voir aussi, on utilise de plus en plus les médias sociaux pour communiquer pour son entreprise. Mais évidemment, ça laisse la porte ouverte à pas mal voilà, de petits dérapages ou, en tout cas, il faut bien maîtriser sa communication aujourd'hui pour à la fois gagner des clients, mais aussi pour ne pas en perdre. Seulement aujourd'hui, voilà, depuis mars, vous le savez, il y a eu le Covid. Et je dirais qu'il y a de la Covid plutôt, et selon les académiciens, et je dirais que la Covid a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est passé de mini-crise aujourd'hui à un temps long, c'est-à-dire une crise durable. C'est vrai qu'à l'époque, on avait fait en mars-avril un webinaire sur comment piloter son entreprise dans la tempête. On était encore loin de s'imaginer que la tempête allait encore durer et on n'en voit pas vraiment le bout. Donc voilà, donc Laurent sera là pour parler donc évidemment de ce sujet, de la communication de crise, comment ça a évolué, comment aujourd'hui est-ce qu'on peut l'anticiper. Ça, c'est la vraie question, parce que anticiper, ça veut dire qu'il aurait fallu déjà en mars anticiper cette crise du Covid. Il y a aussi évidemment les autres risques, parce qu'évidemment, qui dit crise de Covid, qui dit crise sanitaire, dit crise économique. Crise économique pour certaines crises financières. Et évidemment, on n'oublie pas aussi tout ce qui va se passer après, puisqu'on parle de plus en plus du risque écologique et l'impact aussi pour l'entreprise, sans parler du risque sécuritaire qui, certes, est un peu minime, mais quelque part qui, quand même, aujourd'hui, qui maintient une situation anxiogène sur l'ensemble de la société. On va apprendre aussi à comment communiquer en mode dégradé, comment on fait pour aujourd'hui gérer ses collaborateurs à distance avec le télétravail, comment faire passer ses opinions, comment faire face à des opinions contraires, est-ce qu'il faut convaincre tout le monde? Voilà, on va parler évidemment de la communication interne, comment aujourd'hui parler à ses salariés donc, et aussi comment témoigner face à la presse, comment témoigner sur les réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, tout doit se voir ou pas? C'est vraiment la question. Et puis ensuite, quels canaux utiliser voilà, pour communiquer? Est-ce que ce sont des canaux traditionnels? Est-ce que par les réseaux sociaux, il faut être... voilà, y a-t-il une manière de communiquer?
Donc, Laurent est là. Laurent Vibert est là pour nous en parler. Donc, je vais te laisser la parole, mais juste avant, pour vous dire, donc, que n'hésitez pas en fait à poser des questions. Vous avez l'onglet, donc soit l'onglet questions-réponses qui est juste en bas, quand vous mettez le curseur sur la fenêtre, en bas, vous avez questions-réponses et vous avez le chat. Donc, soit voilà, vous faites passer vos émotions, vous posez des questions via le chat, soit via le question-réponse. Et évidemment, l'idée, c'est de prendre des questions au fil de l'eau. Moi, je suis là pour ça. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas. Vraiment, il faut vraiment instaurer on est là pour échanger. Et c'est vrai que c'est pas facile en webinaire, mais surtout, n'hésitez pas. Et puis, j'aurai l'occasion de vous donner la parole euh, en fonction du temps qui nous restera. Et puis, il y a évidemment des questions pertinentes qui seront posées au fur et à mesure. Voilà. Je te laisse la parole, Laurent. Je pense rien avoir oublié. Et puis, vas-y. Merci Christophe. Oui, il y en a même beaucoup, mais on s'était dit en effet il y a quelques mois qu'il était important d'aborder ces problématiques. Et on se rend compte que oui, c'est un champ large maintenant. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de vous êtes inscrits, d'être présents. Là, il est vrai que le confinement aide un peu à ces nouveaux formats qui sont aussi de la communication. Donc, vous y êtes globalement, progressivement, je parle des entrepreneurs de manière générale en France, assez vite intégrés et les outils aussi ont été élaborés, vous l'avez vu assez vite. Je veux dire qu'on a ce qu'on appelle un peu la résilience, on a une capacité chez l'humain et vous le savez, à produire euh, des actions et des réactions en fonction de certaines situations qui permettent justement de pallier ces situations qui sortent de la normale. C'est ce qu'on appelle les modes dégradés. Alors c'est vrai que on me dit, je ne m'affirme pas, mais on me dit que je suis expert en communication de crise. Je pense que ce qui est important, c'est de se dire que dans ces situations où on est dans mode dégradé, c'est-à-dire qu'on sort de la normalité de la marche d'une entreprise, quand je parle de normalité, ça veut dire que, et vous le savez, on peut avoir ce qu'on appelle des charrettes, c'est-à-dire qu'on a des périodes tendues dans l'année qui demandent des coups de collier particuliers, que ce soit dans la vente, dans le commerce, pendant les fêtes ou à d'autres moments. On a ces épisodes de l'année dans lesquels on peut installer une marche un peu plus forcée, mais on n'est pas encore en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on n'est pas en mode crise. Le mode crise, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement avoir la capacité de pouvoir mettre en marche ou en œuvre des moyens qui sont nécessaires pour que l'entreprise, quand même, sur son cœur principal d'activité, puisse vivre ou survivre. Ça, c'est la crise. La crise, c'est quand on est en rupture d'équilibre. En fait, si je prends l'image ou la métaphore du vélo, c'est que quand vous êtes en mode roue libre tranquillement, c'est la marche de votre entreprise. Parfois, il faut mettre un petit peu plus d'accélération, freiner légèrement. Jusque-là, tout va bien. La crise, c'est justement lorsqu'il faut, par exemple, éviter une portière de voiture. Vous êtes face à une situation critique ou alors une pente ou une descente très forte. Il va falloir mettre en œuvre des moyens et des forces, des actions qui vous permettent de réagir. Vous avez su le faire pour la Covid progressivement, je vais dire un petit peu accompagné, mais là aussi on pourrait parler de la communication gouvernementale sur cette crise-là, sur cette pandémie-là. Vous avez été intégrés dans des dispositifs qui permettent de prendre des mesures, de questionner. C'est une chose, cette gestion de crise aussi qui est associée et qui est importante dans la gestion en fait de la crise globale. Ce qui est important et ce qui change, comme on dit, les paradigmes, c'est que d'une crise et souvent d'une monocrise à laquelle on doit faire face, où les gens doivent faire face, si on prend les inondations, voilà, vous avez une crue, des inondations, des boutiques, des commerces, des entreprises, des entrepôts qui ne peuvent plus fonctionner, mais on sait qu'il y aura une action à faire sur cet événement-là. Là, on se retrouve avec la crise du Covid, on se retrouve avec le terrorisme, on se retrouve avec les intempéries, on les a vues dans les Alpes par exemple, et vous avez donc une multitude de crises ou d'événements majeurs auxquels vous devez faire face. Et on vous demande en plus d'essayer de sauvegarder votre entreprise, à tout le moins, et aussi bien sûr les salariés si vous en avez.
Et vous êtes aussi dans un rôle d'information et de communication, et vous êtes surtout dans un rôle, j'allais dire, d'obligation, puisque vous avez des obligations sur le plan du code du travail et avec les arrêtés spéciaux pendant la pandémie, vous avez des mesures à mettre en place qui ont aussi un coût. On verra que le volet financier est important. Donc, ce qui change la donne, c'est que on doit faire face à des crises multiples, mais qui sont associées et avec un delta temporel qui est inconnu au départ. Et c'est la difficulté, c'est décider en zone d'incertitude dans nos métiers. Et c'est d'essayer d'arriver à prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais là, on s'installe dans une communication qui va être une communication de long train. Comme les réseaux sociaux, vous vous installez sur et sur de la gestion d'une communication et d'une gestion, d'un management au sein des entreprises qui est sur du moyen terme au départ. Là, on est sur du long terme puisqu'on va arriver, et ça va très vite, vous en êtes rendu compte, on est bientôt à 1 an en fait, en décembre, au début de l'épidémie, mars, le pic avec les mesures qui sont prises. Ce qui veut dire que vous voyez que sur 1 an, vous avez réussi pour certaines et certains à tenir, vous avez réussi à mettre en œuvre des dispositifs. Ce qu'il faut maintenant, et c'est la difficulté, c'est être dans la durée dans la gestion de cette crise. Ce qui veut dire que intellectuellement, vous allez intégrer, même si c'est difficile à admettre, vous allez intégrer cette dimension de crise. Et malheureusement, là aussi, on va avoir cette capacité, le cerveau et l'humain, à se dire c'est un danger, c'est un risque avéré, c'est un danger qui est arrivé, je dois le gérer, je l'intègre. Et progressivement, vous allez vous mettre dans une démarche assez facilement de gestion de crise, chose qui vous a peut-être frappé d'une manière et violente et heurté. Et maintenant, vous l'acceptez. C'est pour ça qu'on est souvent dans cette approche de gestion de crise sur des profils qui étaient pas assez préparés et qui ont fait appel, par exemple, à notre cabinet pour être justement dans cet accompagnement pour mettre en place des dispositifs. Ce qui est important, c'est quand on fait le constat, et je vais partager le PowerPoint que je vous ai préparé, c'est qu'on se rend compte que l'ensemble des PME, PMI, vous voyez l'écran ou Non, pas? pas encore. Ah, pas encore. Alors, ça va venir. L'ensemble des PME, PMI étaient insuffisamment Ouais. préparés. Tu Et, l'as. Excuse-moi, Laurent. Enfin, on oui, on le voit pas encore. oui, ça arrive là. Je Ah, pense ça y est, que ok, super. voilà, Ok. ouais, ça met un peu de temps. Et je disais donc, le constat, c'est que quasiment l'ensemble des PME, PMI étaient insuffisamment préparés à une gestion de crise. Ce qui veut dire qu'il y a une grande part encore, j'allais dire, d'optimisation de vos dispositifs, même des dispositifs qui sont très simples, puisque je sais que parmi vous, il y en a qui ont des petits commerces, des petites activités, mais vous vous rendez compte aussi que à chaque échelon j'allais dire, dimension d'entreprise, vous devez avoir un niveau d'information. Puisque, je le mets en titre, vous êtes aussi très vite rattrapé par le bad buzz, l'irréputation, la notoriété, les chaînes d'information aussi continues qui permettent la culture en permanence de la crise, qui l'alimente, bien évidemment, puisque on dit souvent que les réseaux sociaux et l'info en continu sont des leviers d'activité, voire d'amplification des crises. Donc, vous êtes à l'intérieur de ces systèmes-là. Certains me disent, les réseaux sociaux, moi, je préfère ne pas y être. Oui, peut-être que vous n'y serez pas, mais d'autres vont vous y mettre, en fait, et vont vous citer, vont pouvoir même mettre une adresse, un nom, etc. On peut ignorer, mais maintenant, c'est difficile. Donc, il faut aussi avoir une culture des réseaux sociaux et de se dire, si je décide, on l'abordera, d'être présent, ça veut dire que j'ai en place et je mets en place une stratégie de communication par rapport à ma présence sur les réseaux sociaux. En clair, pour faire simple, si je veux être présent, si je me dis j'ai un compte Twitter par exemple, c'est parce que derrière, j'ai des objectifs à atteindre en matière de communication. Et souvent, ça, c'est pas assez, on va pas dire mentalisé, mais ça manque d'informations initiales, d'analyse. Pourquoi je veux être sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je vais en faire? Et en même temps, ça c'est très important, on fait ce qu'on appelle un SWOT, force, faiblesse, menace, opportunité, c'est-à-dire qu'on va faire une analyse de sa présence ou non sur les réseaux sociaux ou sur d'autres médias et de se dire est-ce que ça vaut le coup d'être présent
Et si je suis présent, est-ce que j'ai la capacité d'alimenter en information, de répondre à ma clientèle si besoin, et d'être là aussi dans une gestion sur une temporalité longue. Puisque avoir un compte sur des réseaux sociaux et ne jamais le mettre à jour, c'est encore plus contre-productif. Et juste sur ces réseaux sociaux, il y a depuis quelque temps un profil qui s'est créé qui s'appelle « Fallait pas le supprimer ». Je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, mais voilà, alors je ne sais pas Oui. combien ils sont derrière la plateforme, mais qui va faire des captures d'écran de ce que vous pensez avoir supprimé. Et ça remonte, alors souvent c'est sur les grands comptes, hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tous vos tweets ou informations sur le net sont autant surveillés, mais le monde politique, le monde de l'entreprise, le monde des dirigeants est surveillé et on va faire des captures d'écran. C'est-à-dire que la paix, j'allais dire média social, elle n'existe pas. Quand on me dit, ah oui, je connais une entreprise qui va nettoyer mon bad buzz sur les réseaux sociaux, c'est très très dur et souvent on vous vend du vent. Donc attention, mais n'ayez pas peur d'être présent si vous pensez que c'est important. Mais être présent, c'est être aussi dans l'action et il faut aussi l'intégrer. Alors, d'où on parle en matière de communication, et notamment par rapport à la crise, c'est qu'on n'a jamais autant utilisé le vocable crise depuis la pandémie et associé, comme je vous le disais, au terrorisme, aux élections américaines, aux conflits géopolitiques. On pourrait citer bien évidemment la Chine et les États-Unis d'Amérique, mais on a aussi notre problématique européenne et française avec la Turquie, par exemple. Et tout est crise maintenant. Et ce qu'on disait il y a encore 2-3 décennies, ce qu'on appelait des faits divers, deviennent aujourd'hui des crises. Donc les faits divers d'hier sont devenus des sujets de crise, alimenté aussi, on l'a vu, par cette présence et redondance de la chaîne d'information continue. Là encore, j'entends beaucoup de gens qui me disent, parce qu'il m'arrive d'être sur quelques plateaux télé de temps en temps, ah oui, moi je regarde jamais. Sauf que, ah oui, je t'ai vu l'autre jour, c'était bien. Ce qui veut dire qu'on ne veut pas, on dit qu'on refuse l'information, mais on la consomme. Et alors là, les bars et restaurants sont fermés, mais quand vous avez cette information qui est en continu aussi visuellement, vous avez le cerveau est alimenté et va avoir besoin de cette information. Donc, vous voyez bien que la crise, elle est multifacette, malheureusement. Et cette crise qui était au départ une crise sanitaire devient une crise sociale, une crise économique, une crise sécuritaire aussi. Il a vu que c'est un conseil de défense qui est mis en place pour traiter de la crise. On n'a jamais autant utilisé le conseil de défense depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui veut dire que cette crise-là, elle est devenue aussi une crise identitaire et elle pose une crise de confiance puisque l'on est aussi dans la recherche de l'information vraie et que la première communication du gouvernement justement sur la Covid a été hésitante. On nous aurait même menti, si on peut aller jusque-là, notamment sur les masques. Et vous voyez bien aussi que ce qui cristallise souvent dans une crise, c'est ce qui est marqué dès le départ, ce que j'appelle moi un marqueur de crise, par quelque chose qui va vous impacter et qui a été contrebalancé par un autre phénomène d'ampleur. On a eu les masques et puis on a eu l'affaire du professeur Raoult et en fait on a eu Paris contre Marseille. Donc vous voyez, on est souvent sur du binaire, du 0-1. C'est aussi ce que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. J'aime, je n'aime pas, en gros. Donc ça veut dire que décider et communiquer en période de crise, tant en interne aussi pour son entreprise, pour ses collaborateurs, ses employés, c'est difficile et ça demande du dosage. Je prends souvent l'exemple du médecin suisse Paracels qui disait au XVIIe siècle ou XVIe siècle, tout est poison, rien n'est poison, mais le poison, c'est la dose. Et en matière de communication et de management, cette dose-là, elle est très importante. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vais mettre comme information, comment je vais communiquer, quel est le dosage de ma communication et quels sont les vecteurs que je vais utiliser pour atteindre mes cibles. Et là encore, vous voyez, quand on est en communication, le plus important, c'est d'avoir une stratégie, c'est donc d'avoir une réflexion en amont, en fait une analyse de la situation pour pouvoir agir. Un des pièges, c'est que lorsque nous sommes justement acculés par une crise, c'est d'être dans la réaction permanente et c'est-à-dire d'être dans la précipitation, ce qui laisse beaucoup moins de temps forcément à la réflexion. Ce qui veut dire, qui rejoint mon idée première, que si vous avez un dispositif qui est prêt à être utilisé pour pouvoir
justement se préparer, avoir des annuaires avec des numéros de téléphone adaptés et à jour, de savoir qui joindre, comment joindre les collaborateurs, comment joindre les fournisseurs, l'ensemble de son écosystème, savoir quoi lui dire, quand lui dire et quelles sont les actions à mener, je peux vous dire que ça rassure beaucoup l'entreprise. Et ce sont en fait des petits guides de gestion de crise. Là encore, attention à ceux qui vous vendent du kilo ou de la page d'analyse de risque, ou attention, c'est terrible ce qui peut vous arriver. Voilà, vous avez 300 pages. Vous vous en servirez pas. Nous prônons les fiches réflexes, un peu comme dans un cockpit d'avion, où le commandant de bord, et c'est vous le commandant de bord, souvent, les dirigeants ou les directeurs de département, qui avaient la commande de l'avion ou les commandes de l'avion. Et en matière de crise, c'est la même chose. Et ces fiches réflexes doivent vous permettre d'engager les premières mesures assez rapidement. Alors, j'imagine, et je sais pour beaucoup, vous l'avez fait progressivement avec la crise. Ce qu'il faut aussi, là, c'est éviter de se dire « Ah, c'est bon, on a passé la pandémie, donc je suis prêt pour tout ». Non, vous avez vu que, et c'est ça la notion de crise, on savait que une pandémie pouvait arriver. Le problème, c'est qu'on n'avait pas peut-être modélisé ces effets autant que cela. Enfin, Je- je Juste, parle pas. Oui, Laurent, je te coupe 2 secondes. En fait, est-ce que justement, dans ce que tu dis, il y a vraiment la notion de timing, la notion de rythme que tu évoques? Est-ce que justement, c'est pas là où il faut appuyer? On dit souvent que s'adapter, c'est déjà trop tard. Est-ce qu'il faut déjà pas en amont repérer ces signaux faibles pour déjà essayer de modéliser ce qui pourrait se passer? Surtout maintenant, on connaît, hein, on a eu le premier confinement, personne ne croyait au second confinement. Est-ce que justement, c'était pas l'occasion, le premier confinement, de travailler sur des modèles en se disant que, et peut-être rejeter un peu cette période de déni qui de toute manière est là, et sera là ouais. peut-être un temps donné, mais essayer de raccourcir ce temps de déni pour se dire on va affronter cette crise. Alors, tu as tout à fait raison. Le problème, c'est qu'encore, il y a des mécanismes, beaucoup de mécanismes en fait, psychologiques dans la gestion de crise et dans la communication associée. Et ce phénomène de déni, d'occultation, d'évitement est très fréquemment présent. Souvent et surtout pour des entreprises qui ne sont pas soumises à des risques de risques lourds, graves, qui imposent des dispositifs. Si on prend des entreprises classées Céveso, par exemple, seuil haut, ils ont l'habitude de gérer des risques en permanence. Les produits chimiques, pétroliers, l'industrie, l'agroalimentaire, avec des rappels produits, etc. Ceux qui ont la culture du risque et donc la culture d'une crise potentielle ont un peu plus de mécanismes. Mais là aussi, je te rejoins, s'habituer, c'est jamais bon en matière de crise. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer surtout à être parfois surpris. Et c'est cette surprise-là qui va s'appuyer sur des actes réflexes qui sont mûris et qui sont en effet souvent la substance d'un retour d'expérience. C'est-à-dire premier confinement, pandémie, premier confinement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça s'est passé? Point positif, point à optimiser, point de progrès. Et à ce moment-là, on découle un autre système. C'est un peu la roue chinoise, hein, mais on doit arriver à essayer de revenir à un dispositif plus musclé, plus aguerri et plus en adaptation avec la situation. Donc oui, en effet, la temporalité, ne pas avoir le réflexe de dire je mets tout à la poubelle, j'essaye d'oublier, mais au contraire, j'analyse, j'en fais un réel retour d'expérience et j'optimise mon dispositif pour être prêt à réintervenir si nécessaire ou à continuer ma gestion de crise. Là aussi, coup parti, ça ne veut pas dire ça va être comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il faut aussi être vigilant sur l'évolution de la crise et on l'a bien vu avec différents tempos et avec différentes intensités, se dire qu'il faut intégrer, adapter sa crise. Alors, la communication, justement, dans cette notion de crise, il faut se dire que la com est quand même un des meilleurs alliés de l'entreprise et des institutions quand elle est bien gérée. Là aussi, je ne ferai pas l'affront de reparler de la porte-parole du gouvernement précédent, mais quand une ministre dit le masque ne sert à rien, de toute façon, moi-même, en tant que ministre, je ne saurais pas l'utiliser. Maintenant, toute la population française est obligée de l'utiliser. Donc, cette communication, lorsqu'elle déraille ou lorsqu'elle n'est pas au bon diapason, elle est contre-productive.
Donc, il faut vraiment intégrer cette notion de com et surtout, je le dis pour les petites structures, aussi pour la com interne, important, puisque vos collaborateurs ont besoin d'être informés et c'est au moyen de la communication que vous allez faire. Alors, c'est une nécessité, vous le savez, en matière de communication, soit pour la réussite, une œuvre, des initiatives, une marque, un produit. Si on n'en parle pas, ça ne vit pas. Et en matière de crise, c'est la même chose. Il faut éviter de rester dans l'ombre et au contraire, afficher sa présence, afficher ses actions et partager l'information qui vous est donnée. Mais on sait aussi que la communication actuelle, elle peut être contre-productive dans le sens où elle peut être une crise de communication, on le dit souvent, et pour le coup, pour le gouvernement, comme ça a été sur d'autres sujets, on peut dire que la communication a été mal gérée et c'est même avoué par certains ministres à un moment donné, voire au plus haut sommet de l'État, puisqu'il y a eu une sorte de mea culpa du président de la République. Alors, c'est une perte de confiance souvent, à faire attention, puisque vous pouvez avoir une chute des ventes, vous pouvez avoir un impact aussi pour les entreprises cotées et une perte de confiance. Mais là aussi, on sait que la mémoire de l'humain sur les crises est assez courte, assez brève, au même titre que sur des réseaux sociaux, on a des valeurs, puisque tout est quantifié, qualifié, ou des tweets, par exemple, ne durent qu'une dizaine ou une vingtaine de minutes, et vous avez l'impression d'être au centre du monde pendant un siècle. Non. Donc, on a cette qualité aussi intellectuelle, humaine, de pouvoir passer d'une crise à l'autre. Et on le voit bien quand vous avez une demande de boycott par certains pays arabes de produits français, l'impact est assez faible. Mais il est pourtant, sur la notion de notoriété, il est quand même important. Donc on voit bien que il faut avoir cette capacité aussi de tenir pendant la crise sa communication interne et externe et avoir cette capacité à maintenir sa réputation ou sa notoriété. Ah, tu as perdu Laurent. Ouais, Laurent, tu nous entends? Ouais, il y a un problème. Tu nous entends? Oui. Alors, on va attendre un petit peu. Alors, pendant ce temps, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, profitez Et, de. Oui, Laurent, on t'avait il y a eu un perdu. bug, ouais, il y a eu Ouais, un bug de ligne. Tout le monde est là toujours? oui. Ok. Juste, je posais j'incitais vraiment nos auditeurs à poser des questions hein, par chat ou via questions-réponses. Ouais. Voilà, qui n'hésitent pas, on les prendra là au fil de l'eau. Donc, paysage GR transformé depuis Internet, ça fait 20 ans, c'est tout, hein. Donc, on est quand même sur une contraction de temps et les réseaux sociaux également. Alors, avec là aussi des phases rebond, des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, mais on a quand même des piliers, notamment pour l'entreprise, où on est beaucoup plus sur du Facebook, compte Twitter, Instagram avec des photos. Et vous avez vu l'épisode TikTok avec Mélenchon, on a eu aussi le président de la République, Macron qui l'a utilisé, et puis cette guerre sino-américaine avec TikTok, là aussi où on essaye d'avoir bien sûr de l'emprise sur les populations avec les réseaux sociaux. Bon, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais il y a un vrai travail aussi de faire et il faut y être attentif sur la manipulation avec les médias sociaux. Donc ce panel, il est là et comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas l'éviter. Donc là aussi, il faut être vigilant sur sa présence
mais aussi sa réactivité, ses actions sur les réseaux sociaux. Soit en amont, éventuellement, donc vous êtes dans l'anticipation et la proactivité, ou alors à maintenir, là encore, une capacité à être présent et à donner de l'information. Attention, ça mobilise du monde, le cas échéant, et c'est surtout chronophage. Et on peut avoir aussi un effet d'usure, un effet d'irritation sur les réseaux sociaux, puisque vous avez l'impression d'être à chaque fois attaqué et qu'on a tendance, là aussi c'est très intéressant hein, psychologiquement à mettre en lumière, c'est que l'humain ne retient ou a beaucoup plus d'appétit pour ce qui est négatif et qui change de l'ordinaire que sur une information, j'allais dire, neutre et basique, ne dit-on pas. On ne parle que des trains qui arrivent en retard, mais c'est la même chose. Et sur une entreprise, sur un service donné, sur la qualité des prestations que vous pouvez vous offrir, on viendra vous titiller beaucoup plus qu'on viendra vous féliciter. C'est le jeu Ma pauvre Lucette, comme disait dans la publicité. J'ai une Thierry. question, Laurent, en fait, quand tu, justement, et ça c'est valable aussi hors crise Covid, est-ce que quand, par exemple, tu es attaqué ou quelqu'un critique un service ou un produit, ou, enfin, voilà, ce qui peut être le cas de beaucoup d'entreprises sur les réseaux sociaux, comment réagir? Est-ce qu'il faut, là c'est vraiment la question basique, c'est-à-dire est-ce qu'il faut réagir tout de suite à chaud? J'imagine que non. Est-ce qu'il faut réagir en fonction du nombre de followers que draine le compte de la personne qui vous a attaqué? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Alors là encore, je reviens à… Moi, ce sont mes fondamentaux hein, en matière de gestion de crise et de communication de crise. S'il n'y a pas d'analyse, il y a peu de chances que ça fonctionne bien. Ou alors, vous allez être sur des actes ou des actions réflexes qui peuvent… ça peut être un coup de dé, ou comme on dit, c'est décider au doigt mouillé. C'est toujours risqué. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que je ressens le besoin, ou il y a besoin de répondre à une communication, quelle qu'elle soit, ça peut être un mail, ça peut être un papier dans la presse, ça peut être un tweet, quel qu'il soit, ce vecteur de communication et cette information, j'analyse sa teneur, et tu as raison, Christophe, sur le fait de dire est-ce qu'il y a beaucoup de followers? Si c'est un compte où il y a 10 abonnés, ça ne va pas révolutionner la planète. Mais si j'ai, par exemple, je sais pas, Madame Trierweiler avec ses 300 000 followers qui fait un commentaire sur votre boutique, sur votre marque, je vais faire attention parce que je sais qu'il va y avoir de la redondance. Et ce qui veut dire qu'il faut être en capacité d'analyser assez rapidement, de faire ce SWOT, menace-opportunité en fait. Ok, là, ça ne vaut pas le coup, c'est dangereux. Au contraire, stratégie du silence où je mets juste une information qui dira qu'il n'y aura pas d'autres commentaires, ou alors j'invite, et c'est toujours le mieux, sur notamment les réseaux sociaux, en mode privé, comme on dit, en message privé, en MP, de répondre à chaque personne individuellement. Mais attention, là aussi, il faut peut-être avoir les moyens de le faire, une armée, et d'avoir construit, c'est ce que l'on fait pour des entreprises, notamment pour des compagnies aériennes ou pour des sociétés d'agroalimentaire, je ne citerai pas de nom aujourd'hui, mais au moins les secteurs, c'est-à-dire que l'on va préécrire à l'avance déjà des tweets ou des messages, des mails ou des posts sur Facebook ou LinkedIn qui sont maturé, mentalisé. Je sais que l'organisation de mon message, si je dois mettre de l'empathie, je dois mettre du factuel et je dois mettre de l'action, c'est bien organisé. Et je suis prêt et j'ai une sorte de bibliothèque, ce que j'appelle un crisis folder. J'ai mon dossier crise avec mes différents médias qui sont prêts. Alors attention au copier-coller, hein, chaque situation est toujours différente et c'est là aussi il faut être dans l'adaptation et dans l'analyse de la situation. Mais au moins, vous voyez, vous vous rendez compte, à 3 heures du matin, vous n'êtes pas obligé de raisonner, de réfléchir sur le contenu d'un média. Donc ça, c'est important en effet d'être dans la préparation et d'avoir là aussi quelques arborescences, de se dire je réponds pas. Souvent, en fait, on se dit que la réponse, c'est souvent si on a un niveau de responsabilité ou de culpabilité, où il faut être vigilant, puisque vous avez aussi l'effet ou la notion juridique qu'il faut prendre en compte. Mais je vais revenir un peu dessus. Tu me dis si je dépasse, Christophe, mais pour l'instant, ça va. Ce qui est intéressant sur le graphe que je vous affiche là, c'est qu'on commence, vous voyez, depuis 2014 jusqu'à nos jours,
avoir une sorte de plateau sur la médiatisation des crises, ce qui veut dire et des bad buzz. Ce qui veut dire que les entreprises commencent progressivement à mieux accepter, la sphère publique aussi, et avoir des outils qui permettent de gérer beaucoup mieux ces bad buzz, et notamment ce que je vous disais dans cette capacité d'analyse, de préparation avec son petit plan de gestion de crise, petit plan de communication de crise pour les petites entreprises, par exemple des PME, PMI. Et on se dit, OK, je suis prêt, ce qui démontre ce plateau depuis, on a une maîtrise un peu plus poussée, on est moins en mode découverte. Mais attention, ça reste vrai pour certains types d'entreprises qui se sont préparées. Celles qui ne le sont pas, c'est beaucoup moins facile. Et puis, on doit le signaler aussi, des cabinets comme le mien sont un petit peu plus nombreux, mais là, attention aussi à faire attention avec qui vous vous associez, puisque la crise est quand même un métier particulier. Ce n'est pas de la com, j'allais dire, traditionnelle globale. Alors, en synthèse, sur des stats que et des sondages que l'on a fait, on a quand même 80% des directeurs de marketing, et il y en a parmi vous et communication, qui sont inquiets d'une survenue d'une crise et, pour l'organisation. Et seuls, c'est ça qui est important, je vous disais, 45% d'entre eux pensent que leur entreprise ou l'organisation est suffisamment préparée pour y faire face. Vous voyez qu'on a quand même un gros delta. En gros, on a tous peur et on a beaucoup moins que la moitié, en fait, hein, quand on creuse un petit peu cette enquête sur la préparation des entreprises. Donc, vous savez qu'il y a cet adage militaire. J'ai été militaire pendant 25 ans, mais si vis pacem parabellum, si je veux la paix, je me prépare à la guerre. Ce qui veut dire que oui, l'anticipation, oui, la formation, la culture de la gestion de la crise au sein d'une entreprise ne doit pas être tabou, mais au contraire doit être partagée, mais nécessite une dimension politique du dirigeant. C'est-à-dire que le dirigeant, le CIO, le PDG, le patron de son entreprise, de sa boutique, de sa structure, doit se dire, moi, je veux mettre en place un dispositif pour être prêt pour les crises à venir. Alors, vous n'échapperez pas à toutes les crises, puisque on ne peut pas en faire la liste, on va en reparler, mais au moins, vous aurez des mécanismes d'analyse, de réflexion et d'action qui seront beaucoup plus mûrs. On me pose la question, Ouais. excuse-moi Laurent, je t'interromps. Quelles sont les sources de ces stats que tu présentes? Alors ça, je pourrais on vient en faire en plus avec Epoca, l'agence de com avec laquelle je suis partenaire. On est en train de faire un sondage également sur les entreprises. Vous avez eu des analyses intéressantes sur PwC, par PwC, Pricewater, sur ces Ouais. crises-là. Il y a eu des sondages avec une entreprise qui s'appelait Burson Marsteller IE, intelligence économique qui fait des sondages aussi. Donc, ces données-là, en fait, elles sont globales. Et là, je vous dis, pour le compte d'un grand compte, justement, on termine, on réalise là, à la fin octobre, on a réalisé un benchmarking sur les entreprises. Et ce qui est évident, c'est qu'on a deux tendances, en fait, hein, pour répondre à la question. La tendance, celle que je vous ai donnée globale, c'est que on en a peur de ce bad buzz, on le craint en fait, et on est insuffisamment préparé. Le constat, c'est que peu basculent sur on investit un petit peu et on s'y prépare. Il y a un frein. Alors souvent, on dit ah, ça coûte cher, alors qu'on va être moins regardant sur ce qu'il faut payer quand on est en crise et qu'on a mal géré la crise en fait. Donc cette balance n'est pas bonne. Et on a surtout aussi le constat qu'il y a des entreprises qui en fait confondent l'analyse de risque, le plan de continuité d'activité qui peuvent être en effet des tomes de 300 pages et qui sont nécessaires, et c'est surtout pour de l'actuaire ou pour de l'assurance, hein, c'est-à-dire qu'un assureur va vous demander parfois d'avoir un plan de continuité d'activité, une analyse de risque, mais ça, il faut le différencier de son plan de communication de crise ou gestion de crise, ce qui doit être, je vous l'ai dit tout à l'heure, quelque chose de très light, fiche pilote, fiche réflexe. J'ai les bonnes postures, je vais avoir les bonnes actions qui vont me permettre d'ingir au moment de la crise, ou un peu en amont aussi, puisqu'on peut être dans l'anticipation. Donc ces données-là, elles sont récentes, elles sont, j'ai presque tendance à dire, internationales. Aux États-Unis, au Canada, sur notamment l'analyse qu'a fait PwC, on se rend compte que les tendances sont les mêmes, avec une force de frappe beaucoup plus lourde au niveau gouvernemental ou fédéral.
aux États-Unis avec la FEMA, par exemple, qui est une agence de gestion de crise. Nous, on commence à tâtonner un peu avec le SGDSN, avec la direction de la sécurité civile, la gestion de crise, avec, vous l'avez vu, les ARS, avec la Haute Autorité de Santé, etc. On a un besoin, je pense aussi, de nous conforter dans un dispositif un peu plus lourd et global et mieux géré et mieux, surtout, vous avez vu, commandé, managé. Parce que là, il y a eu trop de sons de cloches, mais de se dire que globalement, niveau mondial sur des pays occidentaux, la préparation à la crise est insuffisante versus des pays comme on l'a vu avec la Corée du Sud. Alors, je ne parle pas des dictatures, hein, mais Corée du Sud, Taïwan ou d'autres, ou le Japon, on a une culture qui est beaucoup plus forte sur la gestion du risque et surtout sur la capacité de la population à interagir. On est très en deçà. Alors, je le disais à Christophe hors antenne tout à l'heure, mais il se trouve que je suis à Vienne et j'étais à Vienne hier soir lors de l'attentat et je peux vous dire que j'ai dû, en tant que citoyen lambda, mais dire aux gens de quitter la zone. Ils étaient là avec leur téléphone à prendre des photos, à demander ce qui se passait, alors qu'on entendait les rafales d'armes automatiques. Ce qui veut dire que le comportement aussi de vos collaborateurs, le comportement de l'humain sur de la gestion de crise, et on le voit bien, hein, on l'a vu pendant le premier confinement, sur les quais de Seine en région parisienne, par exemple, hein, vous l'avez vu pour votre structure en région parisienne, on ne sait pas toujours respecter des consignes. Donc, c'est toujours un peu difficile. Donc voilà, cette notion de sondage est importante, c'est que cette analyse montre qu'il y a encore des points de progrès. Et Alors, là, tu aurais des oui, exemples là? Tu aurais des exemples justement là de sociétés je crois que c'est ce que tu vas présenter justement là sur les. oui, alors Ouais. des bad buzz, justement, alors, on s'attache souvent à montrer ce qui ne fonctionne pas, on montrera aussi une bonne réaction. Vous l'avez vu aussi pendant la Covid, la crise peut profiter à certains. C'est ce phénomène fait très bien, d'autres avec beaucoup moins de tact, mais quand vous avez Decathlon, par exemple, qui va donner ses masques de plongée à la réanimation ou à des services de réanimation, on peut se dire que, tiens, la crise, globalement, elle va nous servir. Alors, Decathlon a été très sobre, hein, il y a juste eu un communiqué de presse, là aussi light, en disant que si Decathlon pouvait aider les secours et la santé française, il le ferait et qu'ils offreraient les masques. Donc, je peux vous dire que là, vous capitalisez très fort sur la crise. À l'inverse, bad buzz, lorsque vous aviez cette entreprise de pompe funèbre générale qui faisait payer 50 €, je crois, la visite d'un corps dans une zone mortuaire d'un frigo, d'un entrepôt frigorifique du mine de Rungis, là, c'est pas bon. Donc, vous voyez que là encore, on peut avoir des écarts très importants. Et sur des crises comme ça, vous pouvez très vite être embarqué dans une crise. Alors, je crois qu'il y a si je ne trahis pas de secret, mais on a des lunetiers, non? Oui, oui. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais alors j'ai oublié la marque, mais vous aviez un franchisé, je crois que c'était à Toulouse, qui avait fait sur l'affaire Barbarin, sur de pédophilie. En gros, s'il avait mis des lunettes, disons Chris, ou d'autres, ou pas, je ne me souviens plus honnêtement la marque, mais s'il avait eu nos lunettes, en fait, il aurait vu venir le problème de pédophilie. Ah. Ça passe mal. Forcément, ça passe mal. Alors, sur le moment, alors peut-être que lui, il a eu un bon formidable de commande ou de visite dans son entreprise. C'est ça aussi qui est hyper intéressant. Ah, C'est oui. que C'est une parfois, question, est-ce qu'une mauvaise publicité peut en être une pas bonne. aussi mauvaise finalement? Parce qu'on dit toujours que la mauvaise pub peut aussi rapporter gros à l'entreprise au final, parce que ça fait parler d'elle. Ce qu'on disait, hein, que le célèbre publiciste, mais qu'on parle de vous en bien ou en mal, qu'importe du moment qu'on parle de vous. C'est un peu ça, mais il faut être vigilant aussi. Mais il est vrai que vous pouvez capitaliser sur un bad buzz qui va en fait vous mettre au cœur d'une information
et d'une actualité, et vous pouvez en retirer des bénéfices. Donc, il faut être vigilant, en fait, c'est tout. C'est pas de se dire qu'à chaque fois, c'est un bad buzz, mais on en a, et c'est souvent ce que je prends comme citation de Joseph Scanlon, qui est un chercheur canadien. Il dit ceci: hein, toute crise est aussi une crise d'information, et celui qui ne maîtrise pas justement cette information risque de montrer une mauvaise gestion globale de la crise, en fait. Ouais, ça coupe. C'est un pilier de la gestion de crise. Et ça, vous avez encore, vous ne le maîtrisez pas. Et ça, c'est important parce que ça impose que, au sein des structures, même les plus petites, on ait une vraie porosité entre les différentes directions, et notamment les directions de communication, au sein de la gestion d'une crise, même si c'est une crise, je vais dire, opérationnelle, pour laquelle on met en place des dispositifs. Et donc, cette porosité, elle impose aussi aux directions de communication d'être main dans la main et de travailler ensemble dans la réduction de cette crise, puisqu'en fait, la communication de crise, c'est d'essayer de réduire l'impact de l'événement sur sa structure et d'accompagner les gestions opérationnelles. La difficulté, c'est que dans des grands groupes maintenant, des grandes entreprises, vous avez la communication corporate, la communication financière, la communication RH interne, la communication marketing, la communication digitale, RSE, etc. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de sons de cloche et beaucoup de personnes qui vont participer à la gestion de cette crise. Là encore, il faut être en capacité d'harmoniser le travail et d'aller rechercher les compétences de chacun, puisqu'on n'écrit pas de la même façon un communiqué en interne qu'un communiqué de presse vers l'externe, qu'un tweet à des collaborateurs ou des SMS à des collaborateurs, que des tweets ou des posts sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important d'avoir la communication de crise qui soit le pilier de la gestion de la crise globale. Backbone, vous en avez sûrement entendu parler, le blackface au slip français. Là aussi, est-ce que je suis en capacité d'anticiper un problème comme celui-ci? Je suis persuadé, je n'en ai pas discuté avec le patron du slip français, mais une start-up qui a été bien mise en lumière, même par le président français, président de la République, etc. Donc, une bonne start-up qui est maintenant bien installée, qui n'est plus une start-up, hein, mais ça fonctionne bien. Et soudain, j'allais dire presque tout bascule, puisque dans une fête privée, des collaborateurs, des employés de la marque, le slip français, vont faire, alors je ne savais même pas que ça existait, mais une blackface party à domicile, c'est-à-dire que tout le monde se maquille et en personne de couleur noire. Alors déjà, c'est hyper surprenant parce qu'on se demande mais où est-ce qu'on peut aller chercher dans le cerveau, surtout chez les jeunes, de telles fêtes sur le fond. Et en plus, c'est à un moment donné partagé sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, mais comment un entrepreneur peut se dire ce genre d'événement va arriver? Alors là, nous, en matière de cabinet, on ne va pas travailler sur tous les cas qui peuvent arriver, mais on va travailler sur justement des cas et presque des familles de cas qui peuvent arriver, sur des crises qui peuvent être endogènes, exogènes, qui touchent la notoriété, justement, qui viennent de l'intérieur de l'entreprise par le fait des employés, qui viennent par le fait de la direction, malversation, etc. Et toutes les autres familles de crises avec des typologies sanitaires et pandémiques. On peut avoir effet climatique, le plan neige, etc. Mais ça, il faut l'intégrer, se dire, est-ce que j'ai un mode d'analyse et de communication, et surtout, est-ce que j'ai une veille sur mes réseaux sociaux? Puisque l'entrepreneur, personne ne l'appelle au moment de la fête pour lui dire, on va faire une fête de ce style-là, qui risque d'impacter l'entreprise. Même ceux qui faisaient la fête ne se sont pas rendus compte immédiatement. C'est parce qu'on a eu un post dans Instagram qui diffuse la vidéo. Donc, vous voyez bien que la crise naît là des réseaux sociaux. Il va être alimenté, bien sûr, par une médiatisation, puisque vous le voyez aux alentours du 3 janvier, donc on est 2 jours après l'événement, vous avez, un peu moins de 2 jours, vous avez l'information qui est relayée par les chaînes d'information continue, l'information générale. Ce qui veut dire que la crise naît souvent des réseaux sociaux où elle est mise au moins en lumière, en exergue. Et quand elle est, vous le voyez sur le graphe, au milieu
relayés par les médias. Vous avez des pics. Hein. Vous voyez, par exemple, la chaîne d'échelle, pardon, ce sont des nombres de tweets, mais ça peut être des CRM ou des clics qui peuvent être liés à différentes plateformes. Donc, on annonce de prendre des mesures radicales le 4 janvier et on se rend compte qu'on a une baisse. Et puis, vous avez une remontée en puissance du dossier puisqu'on en vient à être sur un questionnement, j'allais dire presque moral et de société. On est presque dans l'hebdomadaire. Est-ce que la notion de vie privée est respectée dans cette affaire? Est-ce qu'on a le droit de faire encore ce que l'on veut chez soi? Et vous voyez bien que là, on marche sur la société, son questionnement, et qu'on quitte progressivement la notion de marque. Donc, on quitte le slip français. Et vous voyez bien qu'on a une baisse progressive de la crise. Attention, vous avez des effets qui peuvent être des effets de longue traîne, ou des médias vont reprendre, par exemple, ou comme je le fais aujourd'hui, cette information-là, et vous allez aller rechercher de l'information, éventuellement commenter cette affaire-là. Donc là, un bad buzz qui a été quand même assez perturbant pour le slip français. Decathlon et les principes de la laïcité, là aussi, très bonne réaction du community manager qui a même été, on lui a presque décerné des prix sur alors, je ne sais pas, on appelle diable, peut-être, qui permet le voile de faire du sport pour les femmes musulmanes. Donc, ça a fait créer le tollé en France. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, vous voyez, quelques mois après, on nous oblige à mettre un masque. Vous vous souvenez qu'on ne pouvait même pas rentrer dans une banque, par exemple, masquée. Vous ne rentriez pas dans le sas. Maintenant, si vous n'avez pas le masque, vous ne rentrez pas. Ce qui veut dire que si les choses changent, il y a une évolution de société, c'est important aussi d'être présent. Donc là, Decathlon a, lui, eu comme communication, et elle a été très positive et bien reçue, d'axer sur les principes de la laïcité, pardon, mais aussi sur la pratique du sport pour tous. Et là, vous vous rendez compte que, en fait, il n'y a pas eu de bad buzz. Il y a eu certains ont essayé de s'emparer du sujet, mais vous avez un effet assez plateau, y compris dans l'application des médias, puisque vous avez une réponse officielle de Decathlon et vous avez eu même un soutien de Decathlon par certains internautes. Donc, vous avez des followers. Ça veut dire que plus vous capitalisez en suiveurs, comme on dit, en clients abonnés à vos réseaux, plus vous pouvez en faire, il faut l'espérer à tout le moins, des ambassadeurs de votre marque. Donc là aussi, c'est très important de capitaliser sur cette notion de client inscrit quelque part. C'est un peu ça qu'on vous demande. Donc, J'ai une question, ouais. Laurent, juste coupe, parce que c'est vrai que le temps avance, c'est 9h58. Pour une petite entreprise, alors c'est vrai que là, on a vu Decathlon et le. Alors, juste je rappelle, parce que c'est important de le dire, c'est vrai que on parle de communication de crise, c'est souvent, on évoque les grosses entreprises. On voit bien qu'à travers le site français, qui n'est pas une grosse entreprise, mais qui est une entreprise qui a beaucoup capitalisé son image de marque, on voit bien l'effet que ça a eu. Moi, je me rappelle très bien de cette histoire, donc ça ne concerne pas que les grosses entreprises. Maintenant, Non, je oui, suis je peux moins. parler, je t'interromps, mais juste Ouais, l'affaire des pompes funèbres générales, c'était une toute petite structure. Hein, donc, ouais, ouais. Donc, c'est ça, c'est important de le rappeler. Et je rebondis sur une question de Charlotte de Kaiser. Alors, elle, parce qu'il y a aussi des entreprises qui font du B2B qui peut-être sont moins exposées. Et elle nous dit, petite entreprise, donc je m'intéresse à la façon de communiquer en interne face à des comportements irrationnels ou liés à des décisions qui ne plaisent pas de prime abord. Donc, on peut songer aussi à la tension aujourd'hui qu'il y a dans les entreprises, hein, notamment même les TPE, hein, surtout quand tout va bien, il y a des fois des décisions, quand tout se passe bien, qui sont déjà difficiles. Et là, avec le climat actuel, j'imagine qu'il y a une répercussion, et peut-être que tu le constates au niveau des PME, PMI, TPE, peut-être même le limite de rébellion ou de choses qui sont peut-être irrationnelles, de collaborateurs qui s'offusquent de décisions prises
par la direction. Alors là, je ne connais pas ce cas-là, mais est-ce que tu nous conseillerais justement? Ouais, alors, point 1, en effet, je cite des grands comptes parce que, enfin, sur les bad buzz et des moins grands, mais de se dire que tout le monde peut être impacté et même une personne, c'est-à-dire qu'un médecin avec des commentaires sur les réseaux sociaux, un entrepreneur, un lunetier, une boutique, une petite PME du tertiaire ou du bâtiment peuvent être impactés. Il y a pas de notion d'échelle. La notion d'échelle, c'est que plus vous êtes petit, moins vous avez de risques de réverbération parce qu'on vous connaît moins. Mais pour votre clientèle ou pour votre marché, ça peut être assez fort. Ce qui est important aussi dans cette question sur le B2B, c'est attention, le B2B parfois a tendance à se dire oh, moi, je suis pas en contact directement avec mes clients, business to business, ça va aller. Je prends un cas simple, on s'en est occupé au départ de la crise, pas sur la totalité. L'affaire du Horsegate, l'affaire des lasagnes au cheval pour le monde du surgelé, terrible crise. L'usine initiale qui fabriquait, c'était du B2B, elle fabriquait pour plusieurs marques, elle n'avait jamais un client en face, ses clients c'était des grands distributeurs. Aucune structure de communication dans l'entreprise, dans l'usine. Le seul qui était en capacité, c'était le directeur de l'usine, 56 ans, qui était presque en pleurs tous les soirs au téléphone avec moi. Ce qui veut dire que ne pas se préparer, c'est même avoir ne serait-ce que la capacité de se dire, tiens, on a un numéro de téléphone, on va pouvoir mettre au moins un message d'attente, on a un site internet qui permet de relayer l'information avec une sorte de, comme on dit, de black site, c'est-à-dire que j'ai une page que je vais pouvoir faire monter assez rapidement sur mon site de manière à donner de l'information. Et y compris, comme tu disais, Christophe, et confère la question, de se dire que aussi pour l'interne, est en capacité d'être en veille sur ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, les relations avec les IRP, quand il y en a, les instances représentatives sont importantes. Le questionnement aussi et le management dans la crise, c'est de se dire que je ne mets pas tous mes pions dans la crise, mais je suis aussi très à l'écoute de mon personnel. C'est pour ça que les RH, quand on parlait de mon partenariat avec l'agence EPOCA, c'est bien cela aussi, c'est qu'une agence qui a un prisme assez fort sur les RH permet aussi de mettre en place des dispositifs de communication adaptés. Parce que là, en période justement de crise de longue durée, il va y avoir de l'usure, il va y avoir de la perte de confiance parfois, de l'inquiétude, du questionnement. Il faut être en capacité de pouvoir y répondre. Mais pouvoir y répondre, c'est avoir les réponses déjà et d'avoir les moyens aussi de communiquer, quel que soit le vecteur. Quand je vous disais qu'un tableau blanc à l'entrée d'un vestiaire ou d'une cafétéria, même si les cafétérias pour l'instant sont fermées, mais de se dire qu'à l'entrée de mon bureau, de ma boutique, je vais mettre un tableau avec des informations qui sont utiles, eh bien, je donne du sens à ma communication. Donc ça, c'est très important, en effet, de ne pas se dire il faut que je sois focusé à titre perso ou en management en tant que dirigeant sur la crise et je délaisse mon potentiel qui est mon cœur de métier surtout et ma capacité à gérer et qui est aussi mon ambassadeur, c'est-à-dire mes collaborateurs. De un collaborateur jusqu'à 2000, 20 000, 30 000, 100 000, on a besoin de cette capacité-là. Alors, je vais avancer un peu pour le cas Sanofi aussi, une actrice américaine qui était vraisemblablement sous l'emprise de la drogue et d'alcool fait une sortie aussi raciste et ce qui fait un buzz pardon et elle de se dire tiens je vais dire que c'est à cause des médicaments des somnifères que je prends de chez Sanofi que j'ai sorti cette réflexion raciste. Voilà la réponse de Sanofi. En fait, en gros, ils disent que le racisme n'est en aucun cas un effet secondaire des médicaments de Sanofi. Donc, très rapide, là aussi, on a une réponse de Sanofi. Et quand vous voyez les chiffres en bas, 173 000 likes pour une boîte qui s'appelle Sanofi, qui a souvent tendance à avoir une cote de popularité qui peut être mise à mal. Et vous voyez qu'il y a quand même 66 000 au moment du tweet people qui sont impactés. Je te laisse, Christophe, faire la transition et puis comme ça, je vais avancer les slides. Oui, pour une question, Sur je les pose. questions, s'il y en a, ouais. Oui,
Alors, moi, juste par rapport, puisqu'il y a pas mal de TPE, ah, il y a peut-être une urgence. Oui, n'hésitez pas à poser des questions, je le rappelle, vous avez besoin. Oui, juste, Laurent, petite question. Pour revenir vraiment sur les TPE, PME, qui aujourd'hui sont nombreuses à nous écouter, tu parlais de kits de communication à prévoir, de fiches pour anticiper, pour modéliser. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu conseillerais à ces entreprises qui doivent faire face à plein de choses, azimutés est-ce que tu leur conseillerais déjà de se préparer, d'avoir des plans B systématiques, de réfléchir à chaque fois dans la stratégie de l'entreprise, avoir des plans B sur des processus de décision et également aussi de communiquer jour par jour. Je reviens sur Accor où Sébastien Bazin avait préféré maintenir le contact chaque jour avec les salariés par visioconférence. Il faisait plus de visio avec ses salariés qu'avec ses actionnaires. Et pour une TPE, est-ce qu'il faut ultra communiquer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu leur conseilles? J'arrive un instant. Je suis désolé, mais j'ai quelques consignes. No, push on the door, please. Yeah, on the door. I can. La police, c'est la police de Vienne. Ah, ouais, on est au Ouais, courant, décidément. Ouais, bah, oui, ouais. c'est tendu. Simplement, avoir un dispositif qui soit adapté à sa structure. Là encore, je vois trop d'entreprises qui essayent d'être, notamment sur les réseaux sociaux, partout, parce que ils ont tendance à penser que ça va servir leurs intérêts. Quand je vous parlais de stratégie, et je vais vous partager cette slide-là, ce qui est important, c'est d'adapter votre dispositif à votre structure et de ne pas être dans une sorte de machine, d'usine de gestion de crise. Ça coupe. Anticipation des risques et de la réactivité. Donc, si je me prépare, je définis mes process de gestion, de décision et d'action des intervenants associés à cette crise-là. Ce qui veut dire que cette phase préparatoire, c'est j'ai en amont analysé ma situation, les risques qui peuvent être les miens, les moyens et les vecteurs de com que je peux mettre en place. Et après, la crise survient, il suffit d'être sur la phase objective du milieu. J'évalue l'objectivité de mes risques pour avoir un bon niveau de réponse. Des seuils, comme on dit, de criticité. Pour faire simple, vous avez des sortes de codes couleurs, vert, orange, jaune, orange, rouge, un petit peu comme vous vous souvenez pour Vigipirate à un moment donné. C'est-à-dire que je sais que j'arrive dans un état qui me fait penser ou qui m'indique que je vais être en crise et je mets en place donc des dispositifs. C'est définir ces seuils, former et sensibiliser aussi l'ensemble des parties prenantes et votre management sur cette gestion de crise et définir en fait les KPI de la gestion des risques qui sont les vôtres, c'est-à-dire comment je peux là aussi optimiser le niveau de crise avec ces réseaux-là. Ensuite, performance, maximiser l'impact de la prise de parole. C'est quoi? Définir vos dispositifs de com, là aussi critique. Souvent, on me dit, on va acheter des applications, etc. Attention, il suffit souvent et sûrement d'avoir des numéros de téléphone valides, vérifiés, et de demander à ses collaborateurs, est-ce que ça ne te dérange pas que je puisse t'envoyer un SMS pour t'informer, par exemple, ou d'avoir, on me conseille assez souvent, je ne fais pas de pub, mais WhatsApp ou Telegram, c'est-à-dire qu'on va créer un réseau crise. Là, on a un client, par exemple, qui est en crise avec le sésame qui aurait été traité par des gaz interdits en Europe en Inde. Bon, voilà, on a créé un groupe Sésamex et on gère la crise
à plusieurs, donc on est 5-6 intervenants, dont les deux PDG, l'avocat, nous en tant que cabinet conseil sur la com, et le marketing. Et on s'envoie de l'information. Donc, ne pensez pas à chaque fois à des usines à gaz où vous avez des solutions qui sont simples, qui peuvent vous servir. Et puis, pensez aussi à bien analyser, faire ce qu'on appelle une cartographie des acteurs. Qui est autour de vous? Quel est votre environnement? Avec qui vous devez communiquer en priorité? L'interne, certes, peut-être des sous-traitants, peut-être des co-traitants, des institutions. Vous êtes et vous faites partie, la preuve, on est au sein avec Christophe d'une structure qui est là aussi pour vous assister. Vous faites partie d'une fédération, BTP pour certains, commerce, vente, etc. Vous avez des alliés. Ne pas identifier ces alliés en amont, vous allez perdre du temps et ne pas les solliciter au moment de la crise. Donc là encore, quelle est ma cartographie des acteurs? Quels sont mes risques? Quels sont les moyens que je mets à disposition? Et comment je communique en période sensible? Est-ce que ça répond à ta question, Christophe? Oui, c'est vrai que bon, effectivement un peu plus, c'était pragmatique. C'est vraiment adapté vraiment à la situation, imagine, d'une entreprise. Alors, peut-être qu'il y a des questions. Alors, peut-être on va laisser la parole. Bien sûr. Voilà. S'il y a des personnes, levez la main et je vous donnerai la parole. Alors, il y a un petit onglet aussi à côté de questions-réponses et chat. Vous pouvez lever la main et on peut donner la parole si la personne souhaite revenir sur une situation en particulier. Et je laisse la conclusion à l'écran, comme ça tout le monde peut s'en inspirer. Donc, soit par chat, soit par question-réponse. Vous levez la main si vous voulez aborder une situation, qu'on puisse y répondre. Et ne soyez pas timide. Tu n'oses pas. Je n'ai pas tout dit. Alors. On ne jugera pas, on ne jugera pas. Ouais, moi, j'avais une question en matière de communication positive, puisqu'on a beaucoup de communication de crise. Il y a beaucoup, puisqu'on est dans la période Covid, toujours, beaucoup d'entreprises ont fait le choix de mettre à disposition, alors petites ou grandes, hein, leur solution, qu'ils soient éditeurs de logiciels ou autres, ou industriels, une solution en mode gratuit pour faire œuvre un peu de solidarité. Je trouve que c'est une bonne initiative. Maintenant, en termes de stratégie, il faut voir de quoi il en retourne. Est-ce que visiblement, on est plutôt quand même sur un effet de communication aussi? C'est important finalement quand on fait une action comme ça, c'est la communication avant tout, sinon, et positive Oui, justement. elle est positive. Il faut pour autant faire attention au bon équilibre. Là encore, je parlais de la dose ou du poison de la dose et de l'équilibre. Faire attention entre l'effet recherché et l'effet attendu et avéré de son action. Puisque certains ont pu voir des produits boudés parce qu'ils mettaient trop en avant l'effet de solidarité, mais on savait derrière qu'il y avait un mécanisme qui leur permettait de récupérer soit de la clientèle, soit des Ouais, ventes ouais. derrière. Donc, il faut être toujours très vigilant. Quand on est dans le caritatif, il faut faire du caritatif. Ne pas maquiller non plus une communication qui soit un peu ambivalente et qui soit trop dans l'effet de manche, justement, l'effet d'annonce, et qui puisse être décrypté assez rapidement. Et je dirais que d'une manière générale, souvent ceux qui sont dans le caritatif ne communiquent pas dessus. Ah, Et, oui, c'est vrai, hein, tu as raison en et ouais, plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas une manière de ne pas communiquer, mais tout en laissant penser que via son réseau, quelqu'un peut communiquer à sa place? oui, après, là encore, Hmm. ce qui est important, et au travers de ta question, c'est de se dire, euh, il faut que ce soit mûri, cette décision-là, et que ce soit pas juste une idée fulgurante dans un petit brainstorming de bureau ou même à distance en visioconférence. Vous dites, ah ouais, j'ai une idée géniale, et vous avez ce qu'on appelle l'effet suiveur. Et les gens se disent, ah ouais, bon, Christophe a dit ça, on va le suivre, je pense que ça doit être pas mal comme idée, on le fait. Essayez d'avoir toujours dans ce SWOT, cette analyse, de dire
sont les risques de prendre cette action-là. Après, quand vous avez équilibré, vous vous êtes dit non, on y va quand même, c'est un choix. Après, c'est un choix stratégique. Mais on a vu là récemment, et je crois que c'est Burger King qui, intelligemment, mais sont des mastodontes de la communication, y compris McDonald's, qui se disent, enfin, qui écrivent, ils font un communiqué de presse, allez manger chez nos concurrents, en fait. Et là, vous avez un effet spot sur Burger King. Vous dites d'aller manger chez les autres, mais ça vous fait une terrible publicité. Donc, vous voyez que là encore, on n'est pas dans le binaire. Il faut vraiment avoir une analyse sur ça, mais en effet, communiquer. En revanche, qu'en interne, vous disiez que vous avez mis en place des dispositifs, vous avez offert tel et tel produit auprès de vos collaborateurs en disant voilà, c'est une action commune et souvent il vaut mieux les y associer. C'est-à-dire que c'est un effet d'entreprise globale, ce n'est pas que la direction qui a pris une décision. Et en fait, on se rend compte souvent que ce sont aussi des cadres ou des employés, des collaborateurs qui prennent ces décisions-là et de les mettre en exergue au sein de l'entreprise, c'est pas mal, éventuellement sur son site corporate, mais attention à sa publication en fait. Très bien. Alors, toujours pas de potentiel, toujours pas de questions. Peut-être Charlotte de Keyser qui avait posé la question si elle souhaite. Donc, c'est par rapport à la communication interne face à des comportements irrationnels ou liés à des décisions qui ne plaisent pas de prime abord. Si elle souhaite prendre la parole, peut-être. Elle n'hésite pas. En matière d'organisation, Laurent, Oui. voilà, puis après, s'il n'y a pas de questions, ben, on mettra fin à ce webinaire. Concrètement, sur l'organisation du DPE-PME, dans ce contexte-là, est-ce qu'il faut créer une cellule, c'est-à-dire rompre un peu avec les habitudes du quotidien, créer une cellule, on a beaucoup parlé du rapport avec les CSE, les représentants du personnel. Est-ce qu'il faut peut-être une fois par semaine se réunir ou peut-être choisir un salarié sur la base du volontariat et pour essayer tout simplement d'expliquer la situation, de pouvoir convaincre. Comment ça se passe en matière d'organisation, en matière de management? Alors oui, c'est important, c'est ce qu'on appelle des cellules de crise. Alors là encore, l'habitude peut tuer, donc attention au départ à des réunions trop fréquentes. Il faut que ce qu'on appelle des points de situation soient utiles, là encore. Et ces réunions-là doivent permettre de faire un rapport de situation, de prendre des décisions pour se positionner pour demain ou après-demain. Ce qui veut dire qu'on a la constitution d'une petite cellule qui doit au moins intégrer les différentes directions ou services en fonction de la taille de son entreprise qui peuvent être sollicités et avoir à connaître, à savoir de la situation et de son évolution. Là encore, récemment, pour une entreprise qui nous a contactés pendant la crise, on avait un point, alors tous les 2 jours, c'était une crise assez tendue, je vous disais, il y en avait 3, mais on faisait une visioconf, il y avait là où les coprésidentes, directeur RH, puisqu'il y avait une composante RH de crise importante, directrice communication. Donc, et avec le cabinet, 4. Là, on se faisait des petits points. Et quand il y avait besoin, et je disais attention, là, il faut aller sur le juridique, on intégrait le juridique dans les demandes, par exemple, sur WhatsApp, en disant merci de nous fournir tel et tel document ou être vigilant sur. Et là encore, il faut être très souple sur la cellule de crise, comme on l'appelle, ou la cellule de communication de crise. Il faut qu'elle soit vraiment utile, qu'elle apporte des solutions, qu'elle soit aussi dans la réflexion. C'est pour ça qu'on dissocie parfois, dans une cellule de crise, la partie gestion de la crise globale et opérationnelle. Ça peut être du marketing, ça peut être le problème de livraison, d'acheminement, de fabrication. Donc, il y a une gestion, j'allais dire, de continuité d'activité. On lui laisse. Mais vous avez la cellule de communication qui, elle, doit avoir la capacité d'intégrer l'ensemble des données qui vont rentrer par rapport à la gestion de cette crise de manière à pouvoir les restituer. Et cette cellule-là, elle doit avoir aussi une sorte de cellule d'anticipation
Donc, vous voyez, vous avez une sous-cellule avec un ou deux cerveaux bien musclés qui connaissent bien l'entreprise et qui vont analyser l'événement et se dire comment ça peut évoluer. C'est pour ça qu'on parle d'anticipation. Donc, ils vont anticiper, modéliser et prévenir la cellule de crise majeure en lui disant, voilà, on a identifié tel et tel risque, telle et telle problématique par rapport à la crise et voilà ce que l'on vous recommande. Et après, vous repartez dans la machine, dans l'usine, à remettre en place des moyens logistiques et humains de manière à pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, ce qui peut être reprendre des livraisons le plus tôt possible, comment acheminer tel matériel alors que, je ne sais pas, l'avion, ça ne fonctionne plus, etc. Et donc, vous êtes dans cette constitution de cellules au format adapté à votre structure, au format adapté à la crise et avec les moyens qui sont adaptés là aussi à votre environnement. Vous n'êtes pas la salle de crise de la NASA, donc ça ne sert à rien d'avoir comme moi une war room avec des caméras, etc. En revanche, un peu de visioconf, puisqu'on est là et savoir avoir ces outils-là. J'ai un compte Teams, j'ai un compte Zoom, c'est beaucoup mieux que de tâtonner à chaque fois. Mais comment on peut se joindre? Je ne sais pas, moi j'ai le son qui ne marche pas, etc. Vous voyez bien que là aussi, l'anticipation sur tous ces petits soucis de com, ça vaut le coup de les anticiper parce que ça permet de faire face plus facilement. Très bien. Alors, je reviens aussi sur une dernière question qui avait été posée. Comment sortir du processus usant d'action-réaction? Alors, ça, c'était par rapport quand on discute sur les réseaux sociaux ou en invective ou chacun a son argumentaire. La crise est usante par définition. Quand on est sur une crise d'ampleur assez importante et médiatisée, en règle générale, on est sur un effet de 72 heures, 3 jours avec une hypermédiatisation, c'est usant, mais les structures arrivent à supporter. Quand on est sur du temps moyen ou long comme on est actuellement, c'est beaucoup plus dur puisque vous avez cet effet d'érosion, d'usure qui démotive, qui démobilise. C'est là aussi en matière de management et de communication l'importance des dirigeants et aussi des cadres de contact, des représentants syndicaux par exemple ou de catégories de personnel, d'aller questionner, de faire aussi, je vais prendre cette analogie, mais à la prise de température pour la Covid. Il faut aussi prendre la température, il faut prendre le pouls en interne de ses collaborateurs et trouver des solutions. Je sais que j'ai des entreprises là, qui font appel à nous ou à des agences pour remotiver en matière de communication, pour redonner du sens justement à la gestion de la crise, d'essayer de montrer aussi une fenêtre, une lumière, comme on dit, au bout du tunnel, parce qu'il y en aura une. La crise va passer, elle va peut-être s'installer, on portera peut-être des masques pendant, j'espère pas, mais pendant des années, c'est possible. Mais de se dire, voilà, j'intègre. Vous savez, on a fait face malheureusement à des conflits mondiaux, à des guerres, à la grippe espagnole, à la peste, etc. Donc, on va avoir une résilience par rapport à ça. Et l'importance de communiquer, d'informer et d'être dans un management de proximité est très important donc dans ces périodes de crise. Mais faire attention en effet à l'usure, ce qui implique souvent dans les cellules de crise d'avoir des backups, c'est-à-dire d'avoir des suppléants aussi, que tout ne repose pas sur un seul dirigeant. Alors pour des petites structures parfois comme les Ouais. vôtres, c'est dur puisque presque un tout seul, quoi, ou 1 plus 5 plus 10, et c'est à vous de tenir. C'est, j'allais dire, là aussi, le poids du costume, oui, il faut l'absorber, mais il faut aussi se reposer, faire attention à soi. Insister justement parce qu'on voit aussi que cette crise, comme on le disait, est épuisante pour les dirigeants. On voit qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Enfin, je crois que c'est pas un tabou de dire ça. Il y a vraiment une souffrance au travail à la fois des salariés mais des dirigeants. Accepter peut-être encore plus que jamais de déléguer justement et accepter quelque part on pilote, mais pour le faire on délègue. Alors, c'est très vrai. On n'ose pas ou on pense que comme sa responsabilité est engagée, ce qu'on appelle la responsabilité du dirigeant, celui qui a le mandat social, il a la responsabilité. Savoir déléguer de temps en temps, c'est important puisqu'il faut permettre
de se mettre en retrait, ce qui permet aussi un peu plus d'analyse et de prise de décision augmentée, et de savoir déléguer, mais à une personne aussi qui est formée, à une personne qui a la capacité de pouvoir jouer le rôle de suppléant. C'est comme si dans un sport collectif, voilà, vous remplacez le numéro 10 au football ou au rugby, et qui n'a jamais tenu ce poste. Je pense que même s'il est courageux, vaillant, s'il ne sait pas, s'il ne s'est pas entraîné, qu'il ne connaît pas les règles du jeu, ça va être difficile. Donc oui, la suppléance est importante, la délégation d'une manière générale dans le management est fondamentale, mais il faut que ce soit fait en amont ou alors, à ce moment-là, le préparer même pendant la crise, avoir cette capacité de pouvoir avoir l'assurance que je peux me coucher. C'est ça, hein, faire simple. Je peux aller m'allonger, je peux me coucher, je sais que c'est bien tenu derrière. Et bien sûr que mon portable reste ouvert, vous m'appelez dès que de besoin, mais dégager cette charge qui est aussi une charge émotionnelle et psychologique. Hein, la crise, quand vous avez, et je le souhaite pas, mais la CPME qui a fait un sondage assez récemment qui disait que presque 21% des entreprises qui allaient fermer à cause de la crise du Covid. Quand vous avez le secteur aérien qui vous dit on ne reviendra pas à la normale au moins en 2024, imaginez la chape de plomb qui pèse sur vous. Donc, en effet, être vigilant sur soi-même en tant que dirigeant, être vigilant sur la capacité à être assisté et à avoir une délégation, et s'entraîner aussi à ça. C'est pour ça que nous, on fait des formations avec des tabletops, c'est des petits exercices où on va entraîner les dirigeants à raisonner, prendre des décisions et à se remplacer. Très bien. Bon, ben, c'est passionnant, mais bon, on arrive au terme de ce webinaire. On a un petit peu dépassé, mais suite au problème aussi de la connexion. Écoute, merci Laurent. Sujet évidemment où on pourrait dire beaucoup de choses. C'est vraiment pas évident de revenir sur 1 heure et quart. Non, non, c'est vaste, mais C'est un exercice très difficile. c'est difficile. Euh, Mais en résumé, si vous avez un objectif dans chaque action, c'est un petit peu simpliste, mais vous donnez du sens à votre communication. Donc, l'analyse, pour moi, elle est fondamentale et l'anticipation aussi. Donc, vous voyez que anticiper, analyser, agir, en fait nos trois moteurs, nous, au sein du oui, c'est un cabinet. peu isolé, testé. C'est un peu la même chose, mais C'est ça, c'est notre mode de ça marche communication des fois non. pour moi. Ouais. Effectivement, auditer systématiquement, anticiper, c'est auditer, voir ce qui marche pas et modéliser pour prévoir Ouais. l'imprévisible. Et Et n'oublie pas, nous restons bien évidemment à disposition des participants. S'il y avait des questions, vous avez mes coordonnées. Et puis voilà, on est à votre service aussi pour vous aider dans ces phases-là. Et pas hésiter surtout parce qu'évidemment, pour un sujet pareil, vous pouvez poser des questions après en toute confidentialité, bien sûr, soit moi, soit Laurent. Voilà, il y aura aussi le replay. Hein. Vous pouvez retrouver le replay, je vous l'enverrai. On a une dernière question, mais je ne pourrais pas la prendre là, de Caresse. Merci à tous. Ne pas oublier aussi que à toute crise, il y a une opportunité. Hein, ça, c'est aussi c'est assez important. Je finirai sur ce mantra. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci Laurent. merci à vous et protégez-vous, comme on dit, et ça va aller mieux. Voilà, j'espère que toi, tu pourras revenir sain et sauf d'Autriche. C'est vrai que du coup, on était vraiment plus poil dans le contexte. Hein, voilà. Ouais. Là, on ne pouvait pas faire mieux. Dans Bon, la crise, au cœur de la crise, ouais. ça marche. Merci à tous. À très vite, à très bientôt. Et puis, vous avez nos coordonnées si vous voulez nous contacter. Voilà, après, ça continue. Au Bonne revoir. journée. Merci, Merci. au revoir. Au revoir.